J'utilise des casques qui sont absolument En fait, Tina, elle a désagréables. une nuque, mais avec un six-pack à l'arrière. J'ai mal comme n'importe qui, mais j'ai appris à faire avec Et parce le que pire, c'est mon métier. T'as tu pas vois. mal à la nuque, t'as mal là. Moi, ça me. Oh, là, t'as la nuque aussi. Hein. Ah ouais. La nuque, Moi, ça me faisait vraiment mal au cervicale, visage. On va parler du coup du Vision Pro. On a fait un petit sondage dans le chat justement pour vous. Pour l'instant, le Vision Pro, sur ce que vous avez lu ou vu, parce que je pense que peu de gens l'ont vraiment testé finalement. Moi, je ne l'ai pas testé. Chrono et Daz, vous avez pu le prendre un peu en main. Marie, tu l'as plus pris en main. Évidemment, toi, Tina, tu l'as eu en avant-première, puisque tu faisais partie du programme développeur où tu as pu le toucher dès 2023. Je voulais revenir un peu sur sortir de la tornade médiatique autour du Vision Pro. Dont on sait que c'était une V1.0, que des gens appellent plutôt même pas une V1, mais bon. Il fallait avoir une tech dessus. Est-ce que l'industrie, du coup, tu sens que Il n'est pas sorti encore. Attention. Il y a eu un effet Apple durable ou il y a juste un effet Apple le temps que tous les créateurs et les créatrices de contenu ou les développeurs tâtonnent? Là aussi, tu as une dichotomie, c'est-à-dire que côté des entreprises, il y a énormément d'entreprises qui se saisissent du sujet. D'accord. Et ça, c'est assez. Enfin, moi, je suis très contente, enfin, de voir des entreprises qui veulent faire une application sur Vision Pro et pas juste pour dire de l'avoir en mode je suis la première entreprise. Il y a un projet derrière, il y a des besoins auxquels on va essayer de répondre. Alors, parfois, on ne peut pas parce qu'il y a des limitations techniques ou technologiques, mais il y a quand même des projets qui sont très intéressants. Par contre, effectivement, niveau consumer, et c'est là, je pense, le problème parce qu'Apple l'a vendu comme un appareil consumer dès la première version. Dans les démonstrations, on voit quasiment que ça. Des moments de famille, encore une fois. Ou des... Pour le moment de famille, en fait, l'idée était intéressante, l'exécution a été minable sur le marketing de la vidéo. En fait, l'idée, c'est tu bosses et en fait, tu as envie d'enregistrer un truc sur le moment, tu appuies et tu peux. Mais le message, il est très, très mauvais. Au jour le jour, l'usage, il n'est pas encore identifié quand tu es dans ton salon. Alors, s'il y en a un, quand même, c'est tu regardes des films. C'est vrai que l'expérience cinéma, elle est absolument incroyable. C'est comme si tu avais la meilleure place de cinéma tout le temps chez toi. Et ça marche vraiment. Mais c'est un appareil pour célibataire. Tu as le côté cinéma. Ça t'enferme. Ça t'enferme. Enfin, le casque tu t'en fous. Oui, voilà. Tu vois, donc, mais du coup, la condition sine qua non, c'est d'être seul. Et là, par exemple, c'est un exemple de téléprésence avec un pote. Là, vous avez testé le dernier patch avec les personnages spatialisés. Très, très impressionnant. Là, ça paraît hyper glitchy et tout. Mais en fait, quand tu es dans le casque et que tu peux avoir ce sentiment de présence avec les gens, c'est comme si, là, par exemple, ce qu'on fait là en ce moment, on pourrait le faire autour d'une table virtuelle et ça marcherait vraiment très, très, très bien. Et là, on revient à ton point de c'est très dur de le vendre. C'est le vrai métal. Bien sûr, c'est affreux. C'est dégueulasse. Parce que j'ai envie de te croire, mais évidemment, moi qui n'ai jamais testé ça, quand je le vois, donc ça, c'est toi avec un de tes collègues, tes confrères, à voir, c'est tellement dur à vendre. Ouais, mais en fait, bon, bref. C'est le problème de la VR. Oui. C'est un des nombreux problèmes de la VR, c'est que ça se vend très très mal. Et le deuxième, c'est le confort, l'ergonomie du casque. On en parlait avant l'émission. Vraiment, le casque est beaucoup trop lourd en l'état. Si on veut avoir un usage hors entreprise, pour moi, il faut qu'il soit au moins 2 fois plus léger. En fait, il y a des choses qui font que moi, je suis pas un grand fan d'Apple, comme vous le savez. Par contre, je trouve que ce casque ne ressemble pas à ce que fait Apple d'habitude, en fait. Mais vraiment, sur plein d'aspects. Tous les niveaux. Je trouve que avoir une batterie externe comme celle-là sur un produit Apple, c'est ridicule, en fait, d'avoir ce choix qui a été fait en amont, de le sortir comme ça. On sait qu'il y a une grosse bataille en interne. Il y a une grosse bataille. Relative. Oui, mais je sais, mais d'une autre façon. Le produit, il est fini en général quand Apple te sort un truc. Daz l'a dit. Donc, tu as l'impression que moi, j'ai cette impression d'avoir un produit qui sort. Il y a eu un gros investissement dessus. Il faut le sortir. Mais en fait, ce casque de réalité virtuelle mixte, ce que vous voulez, ordinateur spatial, à mon sens, je n'ai pas trouvé de véritable valeur ajoutée outre son apport financier et technologique qui en découle. Et je parle bien du fait qu'il en découle. C'est-à-dire que dedans, tu as des écrans micro-OLED, etc. C'est que ça coûte 3500 balles et c'est pour ça que tu as en fait une technologie aussi poussée. Je veux dire, Meta, eux, ils t'ont sorti un Quest Pro qui était beaucoup trop cher, c'était 1800 € à l'époque. Il y avait du suivi des yeux, etc. Tu leur rajoutais 1000 € en plus. Enfin, je veux dire, ils pourraient faire un truc dans ce genre-là. Et je ne trouve pas de valeur ajoutée autre que il y a de l'argent, il y a de la technologie,
il y a marqué Apple dessus, très honnêtement, et donc, en fait, ça attire les gens, et c'est pour ça que quand j'entends, et c'est une question que je vais te poser tout à l'heure, les gens qui sont venus chez vous le tester, la dizaine de personnes qui ont trouvé ça waouh, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont venus et qu'ils ne connaissaient pas du tout ce segment et qu'ils ont découvert la VR avec Apple, et là, ils ont trouvé ça waouh, ou est-ce qu'ils avaient essayé un PSVR 2 avant, dans des bonnes conditions, pas la Fnac, un MetaQuest 3 par exemple, Valve Index, mais dans un scaling, avec en tête un scaling relatif au prix de vente en fait du produit. Et là, à mon sens, on peut prendre du recul et se dire, ok, c'est joli, ok, ça fonctionne bien, mais heureusement parce que, ok, en fait, il y a de la technologie dedans. Pour moi, je voudrais juste que Marie... Clairement, le principe du grand public, c'est que les gens sont venus, on avait quand même des gens calés qui avaient déjà testé un petit peu, mais le principe même du grand public, c'est que tu n'as pas en tête le côté rapport qualité-prix de ce que tu mets et tout. Tu es juste vraiment impressionné. Ouais. Donc eux, ils étaient vraiment impressionnés. Mais tu leur parles de ça, je pense que vu que c'était un public averti, fan de tech, je pense qu'ils pourraient y réfléchir et ensuite se dire oui. Ils sont beaucoup à avoir dit qu'ils ne l'achèteraient pas, typiquement. Voilà. Est-ce que tu dépenserais 3 500 €? Non. Et ensuite, dans quelle situation tu l'utiliserais? Il y en a qui ont dit, globalement, pour regarder des films, quoi. Et c'est vrai que, 3 500 € pour regarder un film... ok, c'est mieux, la place de cinéma, l'écran géant, c'est mieux, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais d'autres le font aussi. Tu le fais dans un MetaQuest 3, ouais. Tina, est-ce que... Moi, je suis pas d'accord avec deux points de vue. Deux trucs. C'est pas juste de l'argent, en fait. Le casque de Microsoft a toujours coûté entre 3 500 et 5 000 $. Le Magic Leap a toujours coûté à peu près 3 000 $, voire plus dans les versions entreprises. Donc, c'est pas juste on a mis de l'argent dessus. Et non, Meta n'aurait pas réussi à faire la même chose pour le même prix. Parce qu'il y a toute la partie software qui sont incapables de faire vraiment. Oui, donc tu avais vachement parlé du fait que Apple, dans tes interviews précédentes, avait mis en place des briques depuis des années. C'est ça. Qui étaient déjà très matures et très performantes. SharePlay, FaceTime, SwiftUI, enfin bref, tu peux name dropper tout un tas de technos qu'ils font ouvertement et qui permettent aux développeurs même de se faciliter considérablement la vie. Il y a des choses que je peux faire en 15 minutes en SwiftUI dessus qui me prennent une journée assez facilement une journée pour rien si je le fais avec Unity dans un Quest 3. Et pour des raisons mais absolument bêtes en fait. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est vraiment le côté dev. C'est le côté dev qui va permettre de créer du contenu utile. En fait, si tu veux, il va falloir qu'on itère comme des malades sur ce genre d'appareil pour essayer d'en dégager quelque chose d'utile. Et si il te faut 3 mois... Pas tout de suite. Qui a vraiment fait décoller l'iPhone, par exemple. De toute façon, personne ne veut faire Instagram. Ni le successeur d'Instagram. Je veux dire Instagram, voilà. Je veux dire Instagram qui était l'application dont personne n'avait pensé à l'époque de l'iPhone 1 et qui a fait que l'iPhone 4 a explosé. Mais tu vois, c'est un peu le chicken and egg. Est-ce que c'est l'iPhone 4 qui a... À ce moment-là, il y avait beaucoup de marchés, donc il y avait beaucoup d'idées. L'iPhone 4 se vendait, il y avait le Retina Display, l'appareil photo était correct au moment où Instagram est arrivé, et il y a une résonance, et c'est vrai qu'on attend. En fait, moi, il y a deux trucs que je retiens avec ce produit. Le premier, c'est quand même un constat assez décevant. C'est de se dire que Apple... C'est ce que je vais poser comme dernière question, justement, sur 2 mois plus tard. Tout Apple qu'il soit, tu te rends compte que la vision qu'a l'entreprise de ce que sera... En main, comme ça, je vais le montrer en caméra en même temps pour faire illustration. Sans mauvais jeu de mots. La vision qu'a l'entreprise de l'informatique spatialisée, en fait, technologiquement, en tant que société, on n'est pas capable de le fournir. C'est-à-dire que Apple, là, ils ont fait des compromis. Ils sont pas... En fait, le truc qui permettrait d'achever la vision, vraiment, mais le côté vraiment visionnaire du truc, de ce que c'est que ça, on n'y est pas encore. En fait, je pense que technologiquement, et ça me fait mal de le reconnaître, parce qu'on a à côté de ça de la puissance dans des formats de plus en plus petits, etc. Mais là, quand tu vois tout ce qu'Apple a mis dedans, et en fait, ils ne sont capables que de livrer ça, je trouve que c'est un truc où, concrètement, l'informatique spatialisée, ça sera OK dans 15 ans, 20 ans. Quoi. On revient au point cathédrale. Après, peut-être que justement, tu es juste déçu, pas de Apple, mais déçu justement de la vie. Oui, c'est ça. En général. Non, mais vraiment, en fait, de voir que les innovations qu'on veut avoir, en fait, c'est ça. Ça prend du temps. C'est fou. C'est une stratégie d'entreprise, mais c'est une stratégie globale de l'industrie de la tech depuis des décennies, de mettre des produits, de sortir des produits et de voir comment les gens vont se les approprier. Et c'est le grand débat. J'étais dans un podcast de Patrick Béja il n'y a pas longtemps, et c'était un grand débat de est-ce qu'on a raison d'innover comme ça en se disant, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, il faut innover parce que comme ça on sort 3 trucs et puis il y en a bien un qui va prendre. Ça, c'est l'idée super, c'est comme ça qu'on a innové depuis des décennies. Néanmoins, maintenant on vit dans un monde qui est un peu différent quand même en termes écologiques, en termes d'allocation des ressources, en termes de disparité dans les richesses. Est-ce qu'on peut continuer à innover de cette manière-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu besoin de justement
ralentir, pour réfléchir. Moins de faire du bruit de force. Et peut-être qu'on réussira un peu moins bien ou un peu moins vite. Et ça, c'est une vraie question. Mais on se l'est posé avec ChatGPT, OpenAI, il y a 8 heures quand on a commencé l'émission. mais ça, je trouve que c'est cool parce que finalement, ça fait infuser la même question qui, pour moi, était importante. C'est la manière dont on a envie d'innover. Parce que j'ai pas du tout envie de dire que je suis pour le progrès et les innovations. Et je pense que ça peut améliorer beaucoup de choses dans la société. Mais on peut plus faire comme avant, tout le temps, en se disant mais ça a marché. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a marché? Qui s'est enrichi? Et qu'est-ce qu'on a gagné derrière? Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est intéressant d'aller voir maintenant comment est-ce qu'on peut innover peut-être un peu différemment. D'ailleurs, on a des vidéos de Numérama, parce que Numérama fait partie des rares médias français à avoir été aux États-Unis pour l'acheter et ensuite le faire tester. Donc Nicolas l'a évidemment longuement testé, mais vous, dans l'équipe, vous l'avez testé, vous l'avez fait tester à des lecteurs et des lectrices, je crois. Ouais, des abonnés à Numérama+. Est-ce que tu peux nous redire, pour resituer un peu rapidement, les premières réactions des gens? J'ai l'impression qu'on est tous partagés entre enthousiasme, pessimisme, déception, bonne surprise. Qu'est-ce que ça a donné chez vous, chez Humanoid en général? Il y a une vraie dichotomie entre ce qu'on projette sur le produit et ce qui se passe quand on le met sur sa tête. Et je pense que quand on en parle, moi je garde en tête vraiment les deux parties parce que ça fait fondamentalement partie de ce produit. On peut être critique de l'objet, on peut être critique de ses problématiques. Et c'est vrai que, en revanche, quand on le met sur sa tête, on se rend compte que technologiquement, c'est très abouti. Même moi, qui suis pas une très grande fan de réalité virtuelle, c'est vrai que du coup, Nico nous a fait des tests personnalisés un peu à toute la rédac où pendant vraiment 20 minutes, tu prends en main les choses, tu peux tester le côté ordinateur spatial, vraiment ordinateur, tu vas surfer sur un site internet. Mais à l'inverse, il y a Apple qui a commencé déjà à faire des petits programmes spécifiques comme, je sais pas, tu vas voir des dinosaures de très près qui viennent. Et ça a l'air d'un gimmick parce que ça fait 10 ans qu'on parle de réalité virtuelle et qu'on dit qu'on voit des dinosaures qui arrivent sur nous comme ça. Et tu as testé d'autres produits de réalité virtuelle Oui, pour le coup, ouais. Ces dernières années. J'avais fait Oculus et Vive. J'avoue que moi, ces 2 dernières années, je suis restée très loin de ça. Et il y a quelque chose dans l'interface, le fait de pincher, de tout ça, qui est extrêmement fluide, qui est vraiment très impressionnant pour le coup. D'accord. Et ça a été pareil pour notre dizaine de lecteurs et lectrices qui sont arrivés. Je dis lecteurs et lectrices parce que je suis inclusive, mais en réalité, il n'y a que des hommes qui s'intéressent au Vision Pro. On a eu une newsletter très intéressante de Lucie Ronfaux pour vous. En fait, du coup, pour moi, c'était intéressant. On est quand même à la tête d'un média tech qui se veut inclusif et on a mis le paquet sur ce produit, quoi. On a mis le paquet et on se rend compte que on a fait du coup une campagne de concours pour si tu t'abonnes à Numérama+, tu as une chance de tester le Vision Pro, quoi. Il y a eu 50 mecs, littéralement. Pas une femme n'a montré son intérêt. Et j'insiste parce que même dans la rédaction de Numérama, où on est paritaire, on a vu une vraie, je dirais pas une scission parce que les gens continuent à se parler, mais un vrai désintérêt d'une partie de la rédaction par rapport à un vrai, mais je dirais même pas intérêt, mais une intensité dont tu avais tous les mecs d'Humanoid un peu nerd qui ont débarqué toute la journée autour de Nicolas et même dans la sphère tech avec tous les youtubeurs tech, les machins, qui du coup montraient un espèce de... Il fallait le tester, il fallait le mettre sur sa tête, alors qu'on était plusieurs à vraiment avoir pas d'appréhension, mais se dire, bon, j'ai hâte de le tester. Franchement, moi, je suis quand même rédac chef d'un médiathèque, j'ai envie de tester ces produits et ça m'intéresse et je trouve ça hyper cool. Maintenant, j'ai rarement vu un produit qui clivait autant en termes de répartition genrée et je trouve qu'on est quand même... on arrive à un point, on est en 2024, je trouve que c'est assez curieux d'avoir un tel produit. Alors, j'avais ces discussions autour de l'Apple Watch fut un temps. Parce qu'on avait une discussion en interne en se disant est-ce que vous connaissez des meufs cis qui ont une Apple Watch, et généralement quand elles en ont une, c'est qu'un mec leur a offert, donc ça a été un cadeau ou un truc comme ça. Après ça commence un peu à se répartir, mais ça reste un produit plutôt clivant. Oui, l'Apple Watch a changé son secteur, ils sont passés de la haute horlogerie à juste la santé. Ce qui est intéressant, c'est que ce retour est intéressant parce que dans la com, encore une fois, d'Apple, elle est très générale. On voit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants, etc. Et effectivement, moi, je m'étais jamais posé cette question-là. J'étais en mode, effectivement, c'est un ordinateur très, très disruptif, qui clive beaucoup. Mais c'est vrai que dans les retours que j'ai eu aussi, j'ai des gens qui étaient en sang pour le tester et qui étaient que des mecs. Ah ouais, de ouf. C'était pas vraiment. Mais j'ai pas compris pourquoi du coup sur le moment. Ah mais c'était presque. Moi je trouve que c'est beau cet enthousiasme de geek qui a envie de vraiment mettre sa main sur un produit qui a l'air fou. Je le comprends tout à fait et moi je suis fan d'autres choses et du coup j'aurais ce genre d'enthousiasme. Mais il y avait une presque démesure quoi par rapport au fait que cet objet physique
n'attire pas des personnes qui ont été construites dans la société pour... Il y a un truc avec le regard, c'est ce que Lucie a abordé dans sa newsletter Règle 30, de l'espace public, de l'espace privé aussi, d'être regardé de qui regarde, de mettre un truc sur sa tête qui est contraignant. Tina fait un tweet très drôle avec ta frange. Et en vrai, pensé pour les cheveux longs. C'est pas pensé pour les cheveux longs, c'est pas pensé pour les personnes qui se maquillent. Mais ça fait des années qu'on en parle. Enfin, Lucie Ronfaux, elle a fait les premiers articles sur le Figaro. Elle disait les sujets sont pas nouveaux. Ça m'a donné la gerbe, ce truc. Ça m'a donné. Ou alors j'ai pas réussi à le mettre sur ma tête. Donc ça pose plein de questions sur quand on lance un produit, surtout actuellement. Donc évidemment, ça pose des questions sur le projet de société qu'il y a derrière ce hardware. Et est-ce que ça vaut le coup, d'une manière sociétale, d'investir tellement de milliards dans ce genre de projet-là, et ensuite d'investir ce genre de projet dans une innovation qui, pour le coup, ne touche pas 50% de la population mondiale. Plus de 50%, ouais. Et on a eu le même truc avec les cryptos il y a quelques années. Donc je trouve ça intéressant dans un point de vue anthropologique de se dire on a l'impression d'avancer dans les droits, même dans les femmes dans la tech. On parle beaucoup des femmes dans la tech, elles sont là, elles sont partout et tout. Ouais. Elles sont partout. Mais en fait dans les produits, non. On reproduit un peu les mêmes choses dans les produits. Ouais. On passe peut-être un peu à côté de quelque chose. Tu l'as vu toi, Tina, justement, qui est dans cet écécosystème? Si, je l'ai vu. T'as ressenti parce que moi, excusez-moi, j'avais pas soupçonné. C'est pas nouveau, ça, ce problème d'un produit très très genré. Et honnêtement, en plus, c'est marrant parce que en termes de répartition des genres dans les équipes qui conçoivent ce genre de produit, on est quand même sur une diversité qui est assez intéressante. D'accord. C'est assez cool de voir ça. Même déjà en 2015 sur Lens, j'étais très très impressionné par la répartition et la diversité des profils parce que comme je disais, c'est un milieu quand même très artistique puisqu'on touche à plein de, c'est très multimédia. Mais sur l'usage. Enfin, oui, c'est pratiquement que des hommes. Il y a pas mal, tu as évoqué à peu près toutes les raisons potentielles de pourquoi c'est le cas. Je me suis fait jeter aussi sur Twitter en disant ça. Tu vois, comme quoi, il y a, voilà, mais c'est malheureux, mais bien sûr, mais en fait, tu vois, c'est quand même assez représentatif d'un sentiment que c'est pas grave, en fait, c'est que les mecs qui utilisent ce genre de produit et tout. Et c'est pour ça que personnellement, je me réinvestis beaucoup plus dans le côté enterprise du produit, où en fait, moi j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème quand des femmes l'utilisent pour leur métier, quand ça leur permet de faire quelque chose. Alors qu'effectivement, dans l'usage consumer, enfin voilà, chez toi, tu vois, dans ton salon, ou même dans un espace public, comme tu l'as dit, je pense qu'on en est très 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 loin, peut-être jamais, enfin j'en sais rien, en vrai, je veux pas présumer de ce qui arrivera d'ici 10 ans, mais effectivement, c'est problématique. Mais je pense que là, c'est surtout tout ce qui est hype train, vraiment là pour le coup, parce que sur le Vision Pro, c'était de la folie. Je veux dire, la hype est montée. C'est pour ça que là, on en parle un mois plus 2. Ouais, un peu à tête reposée. Mais en fait, je pense que si on avait fait les mêmes études de genre, de répartition des genres, à la sortie de l'iPhone ou à la sortie de l'iPad, on aurait la même chose. Tu penses? Je pense. Moi, je me rappelle, j'étais vivant à l'époque de l'iPhone en 2007 et de l'iPad en 2010. Les meufs, on n'avait rien à foutre. Parce que c'est des objets tech, que c'est en aluminium. Enfin, il y a une façon aussi de présenter les produits pour les rendre intéressants pour les hommes. Ouais. Et ça, c'est clair. Il y a une esthétique et un discours qui nous paraissent transparents parce que c'est la norme. Mais le minimalisme très Apple, en fait, a jamais été orienté pour les femmes. En fait, c'est des trucs pour les mecs. Pendant longtemps, Apple se comparait à BMW. Tu avais quand même pas mal de choses. Des déclinaisons. Mais je peux te dire que les premiers Mac, il y a une décennie Apple qui était très blanc alu. C'était blanc, noir, alu. Le premier MacBook, il était en plastique, c'était noir ou c'était blanc. Ensuite, ils ont fait les MacBook en alu, après les MacBook Pro, et à partir du MacBook Air, un peu useless là, celui qui était vraiment sous-motorisé pour le coup, ils ont commencé à les décliner, comme ils ont décliné les coques d'iPhone et les Apple Watch.